Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver au compte de ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, nous parlons dans cette première partie et voire la deuxième partie de l'émission, évidemment, de l'actualité politique, ces récents cas de violence et de cas de mort, bien entendu, issus de la division autour de cette installation des élus locaux. Et qu'en est-il de l'observation citoyenne de tous ces cas, de toutes ces situations? La société civile donc, qui s'implique est l'une de ces structures qui, ces derniers temps, a eu le courage de descendre sur le terrain, observer ce qui s'est passé et du côté des manifestants et du côté des forces de sécurité de maintien de l'ordre pour donc en faire un rapport adressé à toutes les entités, les ambassades, les partis politiques, mais aussi les autorités. Il s'agit du balai citoyen qui, en sa manière, a essayé de ramener un peu le calme dans les rues du côté de l'Axe, notamment à Wanindara, le week-end dernier. Comment est-ce qu'ils ont procédé? Quel est le type de veille qu'ils ont dû faire dans cette situation? Et qu'est-ce qu'ils font en ce qui concerne aujourd'hui la multiplication des propos haineux sur la toile au vu de la situation en Guinée? Sur ce plateau, j'ai comme invité, dans cette première partie d'émission, Sekou Koundounou, administrateur général de la cellule Balai Citoyen. Koundounou, bienvenue sur ce plateau. Merci à vos millions de téléspectateurs. Merci surtout de la disponibilité. Et rapidement, je rappelle que dans la deuxième partie de cette émission, je recevrai Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral, membre de l'opposition républicaine, pour parler notamment de cette situation politique, la crise politique, l'implication depuis hier des diplomates, notamment le groupe des ambassadeurs du groupe les ambassadeurs du groupe G5 qui justement ont interpellé les uns et les autres. Faya sera là donc dans la deuxième partie. Alors pour rester avec vous, Koundounou, j'ai parlé de la manière dont la tension a été, on va dire, maîtrisée du côté de l'Axe, notamment à Wanindara. Nous avons appris que le balai citoyen est descendu sur le terrain et allé vers tout un chacun pour justement sensibiliser, demander à ce que les uns et les autres arrêtent. Et on a constaté que les jeunes gens ont quitté la rue et que les agents de sécurité ont levé le camp. Comment est-ce que votre structure a procédé justement à cela? Comment c'est arrivé? Oui, comment c'est arrivé? Vous savez, nous agissons souvent sous la méthode de l'alerte. Nous avons été alertés par nos concitoyens à la base que c'est nécessaire, que la tension était vive dans cette zone, qu'il faudrait qu'on apporte notre partition en termes de stabilisation au fait de cette zone de tension. Et à ce niveau, nous avons analysé la chose dans sa façon globale et dans les plus petits détails, dans la mesure que 2 jours avant ces crises perpétuelles au niveau de Wanindara, nous avons eu à produire un rapport qui avait au fait décrit de façon très ramassée les problématiques au fait auxquelles cette zone était confrontée. Donc aussitôt informé, on a pris langue avec les autorités administratives, avec les autorités sécuritaires, mais aussi les sages et les jeunes de Wanindara. On s'est rendu sur le terrain, ça n'a pas été chose facile, mais dès qu'on a rencontré les sages et les jeunes, l'adhésion y était par rapport à la crédibilité et à la confiance qu'ils portent à l'organisation. Ça nous a permis une certaine facilité dans la transmission du message qu'on a voulu les faire passer, mais aussi ça nous a permis au fait qu'eux-mêmes ils s'ajoutent à nous pour qu'on puisse faire de porte à porte afin de sensibiliser. Mais ce qui a le définir, qui me semble très indispensable, au fait, il y a eu 69 arrestations au niveau de Wanindara, seulement 8 sont de Wanindara. D'accord. Donc ceux qui commettaient la violence dans cette zone, la plupart n'étaient pas des habitants, des jeunes qui vivaient sur cet axe. C'est le constat qui a été fait, révélé par des unités d'intervention qui ont procédé aux arrestations. Okay. Donc cela nous a beaucoup interpellés. C'est-à-dire que 64 arrestations, 69 arrestations, 8 seulement vivent à Wanindara. Donc ce qui veut dire que ceux-là qui viennent faire plus de... Ils venaient de Koya, du Breka, Matoto, Bonfi, Matam, Amdallah et Kaloum. Bien. Donc vous voyez un peu comment l'État lui-même doit réfléchir et repenser son mode d'intervention et de gestion au fait des tensions à caractère politique et social. Donc on s'est mis avec les jeunes et les sages à travers cette adhésion, cette confiance qu'ils portent à l'organisation, et nous ont clairement dit que c'est du fait que vous osez dire si haut ce que nous ressentons
au fait, dans nos quartiers, dans nos secteurs. C'est pourquoi on facilite ce travail et on va le faire avec vous et pour que vous puissiez à la fois identifier les dégâts en termes humains, en termes matériels, mais en termes aussi numéraires. Donc à ce niveau, à l'instant où je vous parle, un travail est en train d'être fait par l'équipe d'observation du balai citoyen qui est en train de s'entretenir avec chaque famille pour qu'ils puissent dénombrer ceux dont ils ont été victimes. Un rapport sera élaboré et transmis à toutes les entités concernées par le processus au fait de l'observation citoyenne. En clair, ça n'a pas été trop compliqué pour nous, et ce qui a facilité ce travail, ce qui a facilité cet accompagnement, c'est la confiance des jeunes, des sages, des religieux de Walindara, mais aussi l'oreille très attentive des autorités sécuritaires qui ont bien voulu suivre nos conseils et nos orientations, afin que ces unités-là puissent battre retrait et laisser au fait à libre cours au vivre ensemble et à la culture autour de l'axe. Parce que justement, la tension était très vive, surtout au lendemain de la mort de cet agent de la police, et donc de cette compagnie d'intervention. Il y a eu cette descente des hommes en uniforme qui, selon les constats faits, allaient dans les familles, s'en prenaient aux uns et aux autres. Donc, en même temps, les jeunes aussi essayaient de riposter. Donc, la méthode du balai citoyen qui a pu faire que, justement, les jeunes arrêtent de résister, arrêtent de brûler les pneus dans les rues, de caillasser, et que les policiers aussi abandonnent cette démarche de vengeance et de se retirer de la zone de Walindara, ma foi, peut-être étonnant, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que vous pensez que cela peut durer? Parce que jusqu'à ce mardi, quand même, on a une sorte de calme précaire quand même dans la zone. Ça ne peut durer, c'est quand la justice sera faite. À ce niveau, nous avons pris un engagement au niveau des sages, des religieux et des jeunes de Walindara. C'était de dépêcher une équipe pour faire le constat, famille par famille, en faire un rapport, transmettre au ministère de la Justice, au ministère de la Sécurité, au Premier ministre, au chef de l'État, à vous les médias, aux différentes ambassades des chancelleries, pour que les dispositions pratiques soient prises en termes de réparation et de rétablissement de la justice. Comme vous le savez, sur ce taxe, c'est une frustration, c'est une injustice qui n'est pas née aujourd'hui. Il faudrait qu'on le cherche aussi, que si le professeur Alpha Condé aujourd'hui est président, l'Axe en a contribué, parce que les émeutes de 2006, de 2007, de 2009, ils en ont payé un lourd tribut. Donc il ne faudrait pas qu'on rentre au fait dans un cercle de diabolisation, mais qu'on rentre dans un cercle au fait de réforme, à repenser au niveau des jeunes de ce taxe, de repenser un peu le modèle ou la façon dont ils font des protestations et des revendications pour que cette façon de faire obéisse du moins aux pratiques démocratiques et aux pratiques citoyennes. Et en parlant justement de méthode, de démarche, d'approche de ces jeunes gens, de ces jeunes, comme vous avez dit, diabolisés par certains de l'Axe, notamment de Walindara, le vendredi, le balai citoyen, donc vous êtes descendu sur le terrain alors qu'il y avait cette vive tension. Tout le monde a peur de s'approcher de cette zone, que ce soit les acteurs de la société civile ou même certains agents. Vous avez quand même pris le risque de descendre sur le terrain, dans le feu de l'action. Alors quel était le discours? Parce que c'est important de le savoir. C'est pas comme si personne ne voulait pas aller dire à ces jeunes arrêtez, dire aux policiers arrêtez de tirer, arrêtez ceci. Mais avec quel discours pouvoir d'abord camper l'attention des gens, de ces jeunes qui étaient surexcités, afin qu'ils arrêtent de jeter les cailloux et de rentrer à la maison. Quel était le discours du balai citoyen sur le terrain? Vous savez, chaque structure trace un peu sa ligne éditoriale. À notre niveau, nous avons un discours très simple. Je rappelle que c'était le vendredi. Effectivement. Vous êtes descendu sur le terrain. Je vous rassure déjà que je porte rarement des costumes. Je me confonds toujours aux Guinéens qui cherchent 1000 francs à 2000 francs pour que mon discours passe plus facilement. Donc à ce niveau, et ça c'est du point de vue comportemental. Du point de vue maintenant pratique et démarche et discours, j'ai un discours très clair et un discours limpide. Je parle comme parle un peu le jeune dans le café, le jeune un peu à la maison, qui dit ce qu'il pense afin qu'il soit compris par les pouvoirs publics. Donc cette facilité de communication, cette facilité de transmettre les mots dont vivent nos concitoyens à la base de façon très crue au pouvoir politique a été une source de confiance, une source au fait de motivation de ces jeunes. Oui, Koundouno est là avec son équipe. Nous savons qu'il a le courage de dire si haut ce qui s'est réellement passé. Et qu'est-ce que Koundouno a dit avec le balai citoyen à ces jeunes
depuis le vendredi. On a été très clair. On dit si vous ne quittez pas les rues, l'État a pris des dispositions draconiennes. Le lundi, ils passeront à l'acte et vous aurez du mal à vivre ici avec vos parents. Si vous estimez que vous vous battez pour le bien-être et pour le bien-être de vos parents, de vos pères, de vos frères et sœurs, nous vous demandons tout simplement de regagner les maisons, de travailler avec nous, qu'on produise un rapport, qu'on transmette aux partenaires qui accompagnent la Guinée, qu'on transmette à l'État et qu'on leur dise voici ce qui s'est fait. Et ça déjà, j'y travaille. Hier, j'étais avec le ministre de la Sécurité et M. Alpha Ibrahim Kera. Je suis en train de démarcher. Enfin, comme il parle du professionnalisme de ces hommes qui se rendent à Walindara, qu'ils voient un peu les dégâts en termes matériels, en termes psychologiques même, qui a été causé par ces hommes, parce que je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais la quantité de gaz lacrymogène tiré à Walindara, je n'en ai jamais vu de ma vie. Bien. Il faudrait un peu que l'État, que nos unités à un moment donné comprennent que quelle que soit la faute qui a été commise par un groupe de personnes qui sont censées être républicains et que doivent, au fait, il y a une démarche en termes de maintien d'ordre. La force ne peut au fait s'expliquer que par rapport à la faute qui a été commise. Mais la disposition aussi de la force, au fait, n'est pas du tout acceptable. Et à ce niveau, nous demandons à la fois aux jeunes et aux unités d'information la retenue, le calme, à plus de responsabilité. Ça, c'était à l'endroit des jeunes de Walindara. Des jeunes. Et ils se sont retirés. Maintenant, quel discours vous avez eu vis-à-vis des forces de sécurité pour qu'eux aussi se retirent de la zone? Au niveau des forces de sécurité, le discours a été très clair. Parce qu'on avait dit que c'était militarisé. On les a fait comprendre. Comme ça ne marchera pas. Si vous vous sentez à l'aise dans ça pour débourser des milliards pour faire le maintien d'ordre, ça va continuer, mais l'ordre ne sera jamais rétabli, car de frustration en frustration, d'injustice en injustice, les gens finiront finalement par se révolter, par se rébeller. Et nous n'en voulons pas. Si on veut construire un état de droit, accepter qu'ensemble, qu'on puisse humaniser, qu'on puisse pacifier nos différentes formes de protestation et de maintien d'ordre. Et en tout état de cause, c'est des hommes et des femmes qui nous font beaucoup confiance, avec lesquels nous travaillons il y a de cela 3 ans. Ils ont bien voulu accepter avec l'intermédiation de la hiérarchie. C'est en ce sens que je salue un peu tout le travail qui a été fait par le ministre de la Sécurité, en l'occurrence Ibrahim Makera, qui gère toutes ces unités de maintien d'ordre de la police, afin qu'ils puissent battre retrait, venir aux alentours du rond-point d'Anko 5 pour laisser libre cours à la zone de Walindara, de souffler, de respirer, afin que les habitants puissent vaquer à leur affaire. En tout cas, depuis donc le vendredi jusqu'aujourd'hui, mardi, il y a ce climat d'accalmie qui existe là-bas. Et pendant ce temps, vous dites que vos hommes, donc les hommes du balai citoyen, sont dans la zone pour recueillir les opinions de toutes les familles, tous les ménages qui ont eu des problèmes, qui ont été envahis, attaqués peut-être par des agents de sécurité pour recueillir les dégâts et que vous allez compiler dans un rapport. On va donc changer d'aspect de ce sujet. Cette fois-ci, on parle de tout ce qui nous a amené à cela, c'est-à-dire l'exercice de ces libertés publiques, les manifestations ou l'observation des journées villes mortes d'un côté et le maintien d'ordre fait par nos services de sécurité de l'autre côté. Mais quel est le constat que le balai citoyen a fait? Parce que vous observez les manifestations, et du côté des manifestants, et du côté de ceux qui encadrent ces manifestations ou qui sont censés maintenir l'ordre. Est-ce qu'il y a des dérives de chaque côté que le balai a constaté? Vous savez, nous sommes dans un contexte spécial qui complique un peu le travail des unités de maintien d'ordre, le travail même des manifestants et le travail des organisations. Nous sommes dans une période où le gouvernement, à travers le MATD, a décidé de suspendre toute forme de manifestation politique et sociale en Guinée. Chose qui est contraire à l'esprit de la Constitution, chose qui pourrait s'expliquer par le musulman qui concerne la liberté d'expression, de manifester et de cortège. Donc à ce niveau, je veux que vous sentiez tout simplement que l'État guinéen, le gouvernement guinéen est dans une violation systématique des droits élémentaires des concitoyens à la base. C'est ça, c'est un état de fait. Donc a priori, toute projection de manifestation, les unités d'intervention police gendarmerie reçoivent une réquisition pour dire qu'il faut les empêcher. Et le mode operandi pour une autorisation en termes d'intervention de nos unités d'intervention et pour une interdiction sont différents. Donc ça complique un peu. Au niveau aussi des manifestants, si la marche elle est interdite, ils ont leur façon de procéder à la manifestation. Si elle est autorisée aussi, ils ont leur façon. Il y a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit. Selon les situations. Donc, en ce sens,
nous avons constaté que l'État contribue beaucoup plus à envenimer et à entretenir cette impasse. C'est pourquoi nous avons sollicité que l'État lève immédiatement cette interdiction systématique des manifestations politiques et sociales, car ce droit est constitutionnel. Ce n'est ni l'état d'humeur de professeur Alpha Condé, ni l'état d'humeur de son ministre, du premier ministre Kassory, ni celui de Boulouma Condé, qui doivent imposer à la population quand est-ce qu'il faut marcher. Bien. Ils sont là, c'est pour réguler le fonctionnement de tout cela. C'est qu'on a aussi, nous avons jugé nécessaire que l'État et son opposition nous sortent définitivement de ces accords en perpétuel qui violent systématiquement l'esprit de nos textes de loi. Nous avons aussi sollicité que l'État et son opposition puissent faire en sorte qu'il y ait l'accalmie, la cohésion et le vivre ensemble. Mais aussi, au niveau des manifestants, on les a dit que c'est inadmissible qu'on puisse prendre des gourdins, qu'on puisse prendre des machettes, des pierres et qu'on crée une forme de guérilla urbaine entre forces de l'ordre et manifestants. Et qu'on dénature peut-être l'esprit d'une journée ville morte. Ville morte. Mais la ville morte, c'est de rester à la maison et non envahir les rues et empêcher ceux qui ne sont pas intéressés de vos protestations de vaguer à leur affaire. Mais aussi, on les a dit, surtout à l'opposition, de respecter strictement l'itinéraire initial de toute manifestation politique, car le droit des autres s'arrête là où commence ceux des autres. Mais au niveau des forces de l'ordre, on les a dit qu'il était inadmissible que les gens continuent à les accuser des cas de mort. À balles réelles. À balles réelles. Qui était inadmissible qu'ils puissent, pour disperser 5 personnes, qu'on puisse tirer 5 à 10 gaz lacrymogènes. Ça peut étouffer, ça peut causer des cas de mort, on ne le souhaite pas. Donc, de part et d'autre, nous faisons le maximum de nous-mêmes pour décrire de façon honnête, sincère et intègre le climat et l'environnement qui prévaut, pour que chaque acteur puisse prendre ses responsabilités pour construire cette jeune démocratie dont nous rêvons tous, et teinter sur des pratiques de gouvernance et d'une participation très active des citoyens à la base. Donc, bref, le balai citoyen, dans sa démarche de superviser les différentes manifestations et comment les forces de sécurité encadrent, vous constatez qu'il y a des dérives, des excès de tous côtés. Non, cela est une évidence, des excès existent de tous côtés. De tous les deux côtés. Mais l'acteur qui concourt à entretenir cet excès n'est rien d'autre que le gouvernement, qui est le garant des pouvoirs publics, qui est le garant au fait de l'exercice de la liberté des libertés collectives. Si vous confisquez à votre enfant, à votre femme, le droit à la dépense, le droit au petit déjeuner, le droit au petit repas, ils se rebellent et les conséquences, vous devez les en pâtir. Bien. Donc, on va terminer sur cet autre aspect, c'est en ce qui concerne la veille. D'ailleurs, quand je parle de veille, le balai citoyen s'est habitué à cet autre travail ces derniers temps sur les réseaux sociaux. On a l'impression que le balai a arrêté la veille, ou en tout cas, il y a un problème. Parce que durant ces 2 dernières semaines, les propos haineux sur Facebook, notamment, ont encore pris de l'ampleur. Des citoyens qui sont ici à Conakry, ou à l'intérieur du pays, ou dans la diaspora. D'ailleurs, il faut le préciser, ce sont le plus souvent certains qui sont dans la diaspora qui sont plus virulents que ceux qui sont en Guinée, parce que j'ai l'impression que ceux qui sont là savent que peut-être on peut leur mettre main dessus. Alors, qu'est-ce que le balai citoyen a fait durant cette dernière semaine par rapport à ces propos haineux sur la toile? Honnêtement, pour être sincère envers vous, et ça je veux que vous le compreniez, le balai citoyen est trop sollicité par nos concitoyens à la base. Et nous n'avons pas toute cette ressource humaine pour faire face à tous les défis. Nous avons l'impression que le sujet, le citoyen, voulant tellement que le balai puisse le satisfaire, on nous confond à l'État. Ouais. Le travail par moment, le travail que l'État doit faire, on dit non, il faut interpeller le balai citoyen, ils peuvent agir à ce sens. Nous les disons qu'on respecte cette confiance et que nous y travaillons. On n'est pas assis, on était débordé par la situation qui existait dans la cité. On a pris des dispositions pour travailler sur d'autres sujets beaucoup plus préoccupantes, comme le cas de Walindara, comme le cas de l'observation des marches. Mais ce qui concerne les différentes plaintes qui ont été mises, ça a eu une suite favorable. Les procès sont déjà programmés. Avant la fin de semaine, cette semaine, on aura un point de presse pour donner cas par cas la date de ces différents procès. Concernant aussi les différents mécanismes de ceux qui incitent à la haine, à la violence, nous sommes sur Facebook, nous sommes en partenariat très avancé avec Facebook. Très bientôt, nous aurons la capacité à travers Facebook, dès que M. Ouri tient un propos haineux, qu'on bloque votre compte et que vous ne l'utilisez plus jamais. Donc ça va être une mesure encore beaucoup plus dissuasive. Donc au lieu qu'on ne se contente seulement à porter plainte, la plainte va suivre son cours normal, mais vous n'aurez plus accès à ce compte. Donc déjà, et en 2019 aussi, je peux vous le rassurer, qu'on aura 3 cabinets
d'avocats qui n'auront rien à faire, s'occuper des plaintes et les diligenter au niveau des tribunaux et faire le suivi. Le balai citoyen va s'atteler à autre chose, mais nos cabinets seront là pour jouer un peu l'interface entre nous et l'appareil judiciaire. Donc des réformes sont en cours. Nous disons à nos concitoyens qu'on n'a encore pas reçu un seul centime pour faire ce travail. Nous le faisons dans un esprit de bénévolat parce qu'on aime ce pays, il faudrait que ce pays avance et à notre niveau, nous prenons toutes les dispositions pour que les attentes, les préoccupations et les demandes incessantes de ces citoyens à la base, qu'on puisse les tenir en compte et faire en sorte que le citoyen soit au centre de nos préoccupations. Alors, donc, il y a une question qui quand même qui était au cœur de tous les débats cette semaine et c'est sur cette question qu'on va terminer. Quand les citoyens se plaignent dans les quartiers, dans les bas quartiers, dans la haute banlieue, que les militaires viennent dans les quartiers avec des armes, que tout le monde peut voir et qui tirent sur les gens. Vous avez de l'autre côté le ministre de la Sécurité qui dit non. À chaque fois que les agents sortent, nous faisons des contrôles et je puis vous dire que personne ne sort avec des armes sur le terrain. Ça, c'est Alpha Blé Makera qui le dit. Donc nous avons deux versions. Des citoyens dont les parents ont été fauchés par des balles réelles et l'autorité qui dit non, les balles réelles ne viennent pas des rangs de nos agents. Pendant ce temps, quand même, le balai citoyen aussi a ses observateurs sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez constaté dans ce sens? Cet équivoque a été levé au niveau du balai citoyen depuis le 16 août 2016, parce que l'arrestation du capitaine Kali Diallo de la CMS Radio de Bambeto, nous avons contribué largement à ceux qui sont arrêtés. Et quiconque vous dit que les unités pour des moyens de prévention ou pour des moyens de protection ne sont pas munies d'armes à feu ou de pistolets, c'est se leurrer la face. L'intéressé peut-être serait un Français ou un Rwandais ou un Anglais, mais s'il vit sur le territoire guinéen et qui prend part à temps réel des différentes protestations, bel et bien. Donc ça existe. Des officiers, des commandants d'unité, vous les verrez même vous les journalistes, avec des pistolets. Donc comme vous le savez, les circonstances peuvent s'imposer des tirs de sommation, mais l'intention délibérée de tuer, je ne saurais le certifier, n'existe pas. Mais ce qui est sûr, on peut ils peuvent les apercevoir avec des armes. Avec des armes, pas des PMK, mais des pistolets, dont nous voyons fréquemment, mais pas dans l'intention de faire mal aux concitoyens. Mais des situations aussi délicates peuvent exister, auxquelles ils peuvent faire usage. C'est ce qui n'est pas du tout recommandé dans le maintien de l'ordre conventionnel. Donc il faudrait à leur niveau qu'ils fassent preuve de professionnalisme et que le ministre qui est là, au lieu de s'en tenir au discours, qu'ils prennent la peine aussi de venir dans le feu de l'action quand il y a des manifs, qu'ils prennent des cacs avec tes hommes qui viennent voir de visu comment ça se passe. Parce que moi, ce que je vous explique comme ça, c'est pas à travers un bureau climatisé je commente, mais je commente les informations à temps réel sur le champ de l'action, afin que je puisse avoir un peu cette lecture d'un homme de terrain ou non cette lecture d'un homme assis dans un bureau qui embellit les choses à sa manière. Je pense bien qu'il a du pain sur la planche, à lui, au lieu de se tenir au discours, de travailler véritablement sur les réformes pour en faire de la police guinéenne cette police dont nous souhaitons pour tous nos concitoyens et non cette police que les citoyens à la base diabolisent. Professionnelle et républicaine qui respecte le droit humanitaire. Merci pour nous d'être passés. À très bientôt. C'est à moi de vous remercier, de vous en féliciter de tout le combat que vous menez pour cette patrie. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, comme annoncé, ainsi prend fin cette première partie. Nous nous retrouvons dans la seconde partie de Café Débat, tout à l'heure après la pause thé, avec M. Faya Milimono, président du Bloc libéral. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme annoncé, effectivement, je reçois Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral, membre de l'opposition républicaine. Dr Faya, bienvenue dans cette émission Café Débat. C'est un plaisir. D'abord, vous avez fait, on va dire,
un bref séjour à Paris, on vous a vu dans les images, vous avez fait des rencontres avec des leaders perdus pour l'instant sur le terrain politique, en tout cas Papa Koli Kourouma qu'on a du mal à voir ces derniers temps, et d'autres leaders politiques. C'était quoi un peu l'objectif de cette sortie du pays? Bon, nous étions allés en Europe pour rencontrer les structures du parti. On avait une retraite du Bloc libéral dans la ville de Neuchâtel, c'est en Suisse. Je suis arrivé le 1er matin, le 1er novembre au matin à Paris, et de l'aéroport directement nous sommes allés à Bruxelles, où nous attendaient les responsables du Bloc libéral en prélude à la retraite qu'on préparait à Neuchâtel. Et c'est de là-bas qu'on est revenu à Paris pour prendre le chemin de Neuchâtel. Et nous avons pu consacrer 48 heures à réfléchir sur l'avenir de notre parti. Et après donc la rencontre de Neuchâtel, nous nous sommes rendus à Genève. Et c'est de Genève que je suis revenu faire quelques jours à Paris. Et j'ai mis à profit ce bref séjour à Paris pour rencontrer effectivement certains leaders politiques, notamment Fodé Mohamed Souma, Elhadji Papa Koli Kourouma. J'ai rencontré également Marie-Madeleine Dioubate et puis quelques leaders de la société civile guinéenne à Paris. Voilà, c'est cela qui était l'objet de notre déplacement en Europe. Bien. Et rapidement, vous êtes revenu au pays et entre-temps, il y a eu les manifestations de ces derniers temps avant que vous ne partiez avec des cas de mort qu'on a connus, des violences inouïes qui ont été constatées sur le terrain. On peut dire que l'actualité fraîche liée à cette crise politique, c'est aujourd'hui l'implication des ambassadeurs du groupe G5 notamment qui se penchent sur la situation. Les ambassadeurs donc, étrangers vous ont rencontré, l'opposition. Hier, ils étaient avec le ministre de la Justice, Cheikh Sako. Ils ont formulé des recommandations en ce qui concerne des enquêtes à mener, en ce qui concerne les prises de conscience collective pour que la situation se calme et tout le reste. Quelle est votre réaction à cette démarche aujourd'hui de ces ambassadeurs étrangers? Il faut louer leur effort. Nous avons rencontré les ambassadeurs de G5. Effectivement, c'était à la résidence de l'ambassadeur de France. Ils ont été bien accueillis. On a passé en revue toutes les facettes des crises actuelles de notre pays. Il faut dire que ce n'est pas seulement pour les Guinéens que la vie est difficile en Guinée. Même être ambassadeur en revue de Guinée, c'est très difficile. Un ambassadeur dans un pays comme la Guinée travaille à raffermir les relations entre le pays hôte et son pays. Voir quelles sont les opportunités, par exemple, d'affaires gagnant-gagnant entre les investisseurs de son pays et le pays hôte, etc., etc. Mais en Guinée, le travail de l'ambassadeur, c'est dire au ministre de la Justice, écoute, tu dois faire en sorte que les juges disent le droit. Tu comprends? Quand il y a un mort, il doit y avoir une enquête. Si on est rendu à ce stade-là, où est l'indépendance dont on est si fier? Donc vous voyez ça comme une sorte de leçon que non, mais attendez, les pays étrangers nous donnent, des leçons de morale. Non, ce n'est pas une leçon de morale qu'on nous fait. En fait, ce qu'ils font, je dis, c'est une tâche plutôt humaniste, que nous ne soyons même pas capables de nous considérer nous-mêmes comme des êtres humains, qu'il y ait des morts en Guinée et que l'autorité guinéenne attende de rencontrer les ambassadeurs pour qu'une commission d'enquête soit mise en place. Ça veut dire qu'on est en train véritablement de vivre une situation où nous avons été incapables d'assumer notre indépendance. Donc vous saluez cette démarche des ambassadeurs étrangers, saluez leurs réformes, mais en même temps vous pensez que c'est le signe de l'irresponsabilité des autorités, parce que nous n'avons vraiment pas compris le sens de l'indépendance de notre pays. Et c'est pour cette raison, quand j'ai rencontré les ambassadeurs, je n'ai pas manqué de faire la remarque que ce n'est pas facile d'être ambassadeur en République de Guinée. Parce qu'en fait, vous vous occupez de tout sauf ce que vous devriez faire pour affermir les relations entre votre pays et le pays hôte. Ce pays offre de si grandes opportunités. Si on avait des gens responsables au pouvoir, aujourd'hui, on serait en train
peut-être de voir des gens venir d'un peu partout à travers le monde pour trouver des opportunités d'affaires chez nous. Mais comment on peut venir investir dans un pays où le matin, on voit des gens avec des crânes cassés, hein, des femmes qui sont en train d'être maltraitées dans la rue parce qu'elles exercent un droit qui est constitutionnel. C'est en cela, en fait. Nous louons leur effort et nous les encourageons dans cet effort, mais ça montre réellement que les Guinéens que nous sommes, à travers nos responsables, je ne parle pas du Guinéen lambda qui est en train de subir depuis 60 ans, nous n'avons réellement pas compris quel est le sens de l'indépendance que nous avons prise en 58. Bien. Et en ce qui concerne les recommandations, les attentes de ces ambassadeurs étrangers, de vous, de l'opposition, parce qu'ils ont rencontré Cheikh Sako pour dire ce qu'ils attendent de l'autorité, du gouvernement guinéen, mais vous aussi, il y a des choses qu'ils attendent de vous. Quelles sont ces recommandations, quelles sont ces attentes? Est-ce que vous comptez les réaliser? Écoutez, quand nous avons rencontré les ambassadeurs, ils savent en fait l'origine de la crise. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes sortis complètement du cadre constitutionnel dans notre pays. On ne dirige plus la Guinée selon la constitution guinéenne. On ne dirige pas la Guinée selon les lois. Tout ce qui est en train de se faire, c'est en dehors de la loi. Voyons ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Voyons ce qui est en train de se passer avec les enseignants. C'est-à-dire un gouvernement, au moment où nous vivons dans l'économie du savoir, ce n'est pas l'économie des matières premières, comme on le vivait il y a 50 ans ou 60 ans. Aujourd'hui, nous vivons l'économie de la connaissance. Que vous voyez un gouvernement, depuis plus d'un mois que l'école a rouvert les portes, le gouvernement refuse de s'asseoir autour de la table avec le syndicat pour discuter des conditions de vie et de travail des enseignants. Ça donne tout ce qu'on peut attendre, n'est-ce pas, de cette gouvernance. Donc, c'est nous qui sommes victimes, en fait. Il vous souviendra, au début de ce processus d'installation des conseils communaux, le parti qui a été le premier à être victime, c'est le bloc libéral. C'était à Guéasso, où on a cassé la main, l'os est sorti d'un de nos militants. On a arraché l'oreille à un autre. Jusqu'aujourd'hui, malgré le fait que la gendarmerie de Lola ait réclamé de l'argent pour carburer leur moto, aller chercher les gens contre qui on s'est plaint, cet argent a été transféré depuis bientôt 2 semaines. Il n'y a aucun qui a encore répondu, n'est-ce pas, à la convocation de la gendarmerie. Bien. Mais regardez un peu à côté, Azor. Là-bas, puisque c'est le bon Guinéen, c'est le bon Guinéen qui a été attaqué, parce qu'on impute la responsabilité de ce qui s'est passé à Azor au mauvais Guinéen. Et donc, il y a déjà combien de dizaines de Guinéens qui sont en prison? Donc, ils relèvent de l'opposition. C'est-à-dire, eux, ils relèvent de l'opposition. Aujourd'hui, on a des bons Guinéens, on a des mauvais Guinéens. On a des Guinéens intelligents, on a des Guinéens bêtes, selon la gouvernance, n'est-ce pas, du professeur Alpha Condé et son gouvernement. Alors, donc, nous avons mis sur la table tout ce dont nous sommes victimes. Il n'a pas été question... Face aux ambassadeurs. Voilà, face aux ambassadeurs, il n'a pas été question, en ce moment-là, de dire, voici ce que nous souhaiterions. Par contre, l'examen de nous-mêmes, hein, au niveau du bloc libéral, par exemple, nous avons eu à examiner la situation. On s'est dit, il faut que, si les amis refusent de nous emboîter le pas, il faut que nous sortions de ce processus-là. C'est comme si vous alliez dans un match de football, vous arrivez au terrain, l'arbitre vous dit que vous allez jouer au nombre de 9. Les autres seront 11. Vous acceptez quand même de jouer, en vous plaignant que vous êtes en nombre inférieur. Et vous savez que ceci est en violation des règles les plus élémentaires du football. Le BL ne va plus continuer à le faire. On va parler de ce cas d'installation des élus locaux tout à l'heure, en restant sur cette démarche des ambassadeurs étrangers. Donc, comme vous l'avez dit, il n'a pas été question pour eux de vous soumettre à une sorte d'acte à poser ou d'attente, mais vous leur avez quand même posé les problèmes que vous avez eus, les cas de violence que vous avez subis, en espérant que cela pourrait donner des résultats probants, parce que d'un côté ou de l'autre, les ambassadeurs étrangers vous ont appelé à calmer la situation, à vous comprendre et voire même à reprendre les négociations. Et passé cela, on va parler en clair de la crise, justement. Les 2 dernières semaines ont été émaillées de violence. Et on a parlé de l'axe, notamment à Wanindara.
où il y a eu des cas de mort. Récemment, c'était 2 jeunes tués et un agent des forces de sécurité. Là-dessus, je ne sais pas quel est aujourd'hui le sentiment de l'opposition après cela. Est-ce qu'il va falloir arrêter ou est-ce qu'il va falloir continuer? Parce que les motifs de répression sont que les manifestations sont interdites officiellement et que l'opposition outrepasse tout ça en allant dans la rue, et les jours de ville morte sont aussi consacrés à des cas de violence par vos jeunes ou par les membres de l'opposition. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir si la Guinée est encore une république ou la Guinée a cessé d'être une république pour devenir un empire. Parce que même dans les empires, eh bien, le gouvernement en place ne fait pas de ses citoyens des antilopes sur qui on peut tirer à bout portant. Tous les jours, on nous dit non, la police, la gendarmerie, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de fusils, ils n'ont que des gaz lacrymogènes. Vous comprenez? C'est la question fondamentale à se poser. Si nous sommes encore une république, il faut qu'on se pose la question: quelle est la disposition des choses dans une république? Est-ce que nous sommes en situation exceptionnelle pour que les libertés et les droits des Guinéens soient suspendus? Il faut se poser cette question. Ou réduites. Ou réduites. Nous ne sommes pas en état d'urgence. Nous ne sommes pas en guerre, que Dieu nous en garde. Nous sommes en situation normale dont nous voyons l'incapacité du gouvernement de gouverner, de donner la solution aux moindres problèmes qui se posent aux Guinéens. Si ce ne sont pas des ponts qui se donnent le rendez-vous pour dégringoler, les enseignants qui n'ont pas de salaire, l'école n'ouvre pas. C'est pourquoi, en tant que parents d'élèves, on devait envoyer un message fort au gouvernement incapable qui est en place de céder la place parce qu'il n'est pas capable de résoudre le moindre problème de notre pays. Voilà le problème. Parce que lorsque nous voyons en fait la violence qu'on est en train d'exercer aujourd'hui, ça ne peut vous faire penser qu'au régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Parce que ce n'est comparable qu'avec ça. Et en face, vous avez quand même les autorités sécuritaires, notamment du ministère de la Sécurité, qui disent que, vous l'avez même dit tout à l'heure, qu'il y a un contrôle de routine qui est fait à chaque fois que les unités d'intervention sortent, et qu'ils ne sortent pas avec des armes réelles, avec des armes de guerre, avec des pistolets. Non. Mais il suffit de regarder. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus se cacher derrière, on ne peut pas se cacher derrière un doigt. Avant, au moment où la Guinée était complètement fermée, on pouvait se permettre les mensonges qu'on a toujours connus dans notre pays. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont un téléphone en Guinée ont une caméra là-dessus, capable de prendre une réalité, n'est-ce pas, comment on appelle ça, en temps réel. Je crois que, je ne sais pas combien de milliers d'images montrant les bérets rouges, montrant, n'est-ce pas, les gens, les policiers, les gendarmes avec des armes dans les rues de Conakry. Donc c'est un mensonge. C'est un mensonge d'État. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ça. Et la question, et la vraie question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que le gouvernement qui est là veut faire de la Guinée un empire, ce que nous n'accepterons pas, où nous sommes encore une république? Ils doivent tous répondre de leur forfaiture. C'est cela la vérité. D'accord. Et de ce pas, le gouvernement, à travers le ministère de la Sécurité, a sorti un communiqué pour dire qu'ils ont ouvert une enquête et que tout agent qui sera surpris dans ce genre de situation sera interpellé et jugé. Est-ce que ça rassure l'opposition? Est-ce que vous faites confiance à cette déclaration? Vous savez, c'est encore une fois plus énervant quand nous les entendons dire ça. C'est des gens, ils savent qu'aujourd'hui, le monde ayant dans son viseur la Guinée et voyant la violation, n'est-ce pas, à grande échelle des droits les plus élémentaires des Guinéens, c'est pas exclu que Alpha, les membres de son gouvernement, soient un jour devant une cour internationale. Donc, pour se dédouaner, comme certains dictateurs sont en train de le faire aujourd'hui devant certaines cours, ils vont brandir un communiqué pour dire: voyez-vous, nous n'avons pas participé parce qu'on a même écrit un communiqué. Nous disons à nos compatriotes qui sont policiers, qui sont gendarmes ou qui sont militaires, de comprendre d'abord qu'il s'agit de leurs propres frères. La dictature, on l'a connue dans notre pays. On l'a connue avec M. Sékou Touré, paix à son âme. On l'a connue en partie avec Lansana Conté, paix à son âme. Chacun a payé.
chacun dans sa famille, qu'on soit policier en Guinée, gendarme, militaire, enseignant, médecin, chacun a payé le prix le plus lourd. Ils doivent comprendre, nos compatriotes qui sont en tenue, que la tenue même qu'ils portent, c'est nos contributions qui font qu'ils portent une tenue. Ils ne sont pas au service d'un président ou d'un gouvernement. Ils sont censés être au service de la population guinéenne qui assure leur salaire, qui paye leurs tenues et même les gaz lacrymogènes qu'on est en train d'utiliser. Cet argent aurait pu servir à augmenter aujourd'hui le salaire des enseignants qui ne peuvent pas aller en classe compte tenu des conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. Donc malgré que nous demandons donc à ceux-là qu'un ordre qui est manifestement illégal n'est pas censé être suivi. Bien. Donc demain, devant une juridiction, personne ne viendra dire « on m'a donné l'ordre ». Bien. Lorsque vous savez que l'ordre, c'est pour enlever la vie à un Guinéen, et c'est illégal d'enlever la vie à un Guinéen, parce que la Constitution a déclaré la vie humaine sacrée, eh bien vous n'aurez pas, aucun avocat dans le monde ne peut vous défendre pour que vous vous en sortiez. Donc malgré aujourd'hui la lettre du Premier ministre Kassory Fofana adressée au ministre de la Justice et au ministre de la Sécurité de prendre toutes les mesures visant donc à faire arrêter, d'abord à chercher tous ceux qui sont derrière ces assassinats à coups de balles réels et des cas de vandalisme et de les juger. Et justement cette lettre qui en tout cas a été reçue par les différents ministres qui ont affiché l'engagement, vous n'y croyez pas du tout à cela, ni à la lettre de Kassory, ni aux intentions des deux ministres qui ont affiché les 24 dernières heures, vous ne croyez pas? Comment pouvez-vous croire au Premier ministre qui dit qu'il choisit l'ordre public à la loi? C'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, il faut comprendre quel est l'ordre qu'on est en train d'établir dans notre pays. C'est un ordre qui est en dehors de la loi, en dehors de la Constitution. C'est un ordre? Non. Il est en contradiction, monsieur. Vous ne croyez pas en Kassory? Le Premier ministre est en train de dire une chose et son contraire. Il devait d'abord commencer à comprendre une vérité élémentaire, que c'est le respect de la loi par Alpha Condé, par lui-même, les membres du gouvernement, la police qu'ils ont, la gendarmerie, la chose, comment on appelle ça, les bérets rouges et autres, et l'ensemble des citoyens guinéens qui conduit à l'ordre public. Il n'y a pas un ordre public détachable de la loi qu'on peut faire exercer en République de Guinée. Ça s'appelle la dictature. Bien. Il n'a pas à envoyer une lettre vers le ministre de la Justice ou vers le ministre de la Sécurité. Il doit comprendre que l'examen des actes et des mots qui sont en train d'être utilisés par ce gouvernement, par un avocat crédible, va démontrer que la déclaration du Premier ministre est à l'origine de toutes les violences qu'on est en train de subir. Parce que, considérant qu'il va maintenir l'ordre public en dehors de la loi, parce que si on préfère l'ordre public à la loi, c'est qu'on est prêt à mettre entre parenthèses la loi pour exercer donc sa volonté. Et donc, l'examen de cela, il saura que c'est l'origine profonde de la crise telle que nous sommes en train de la vivre aujourd'hui. Parce que la question qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui leur donne le droit de suspendre les droits et libertés des Guinéens. En même temps, en parlant justement de ces libertés, donc de l'exercice de ces libertés publiques en Guinée, est-ce que vous ne pensez pas que ça pose problème? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a de l'excès dans l'exercice de ces libertés, qu'il y a une certaine ignorance peut-être de l'esprit de cette liberté, notamment des marches pacifiques, et voire même aujourd'hui de cet autre terme que vous employez tout le temps, ville morte. Quand je prends l'esprit de ville morte, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a de l'excès de la part de certains? Est-ce qu'ils sont de l'opposition? Ça, on n'en sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que vous les réclamez tout le temps d'être de l'opposition. Quand vous dites ville morte, et qu'il y a des jeunes gens qui se retrouvent dans la rue à 5 h du matin, qui bloquent les rues, qui brûlent les pneus, qui cassent les véhicules qui passent, en termes d'exercice de liberté publique, est-ce que vous reconnaissez cela? Et ces gens qui font ça, est-ce que vous les comptez parmi vos militants? Écoutez, je vous ai toujours dit, Ouri, que le BL, quand nous participons à une prise de décision, nous avons comme boussole la loi dans notre pays. Si nous disons la ville morte, c'est demander à tous les Guinéens épris de paix, de justice et de liberté de rester à la maison. Pourtant, cela ne veut pas dire,
écoutez bien, cela ne veut pas dire que celui qui ne se reconnaît pas dans ce discours ne peut pas vaguer à ses affaires. C'est ce que nous appelons ville morte. Vous comprenez? Si un commerçant se reconnaît dans le discours, il sait que la manière dont le pays est en train d'être gouverné, c'est la mauvaise façon, il va fermer sa boutique. Vous comprenez? Si un chauffeur de taxi comprend que la manière dont la Guinée est en train d'être gouvernée, ce n'est pas la bonne, il va mettre la clé, il va éteindre le moteur, etc., etc. Mais chacun d'autre est libre de vaguer à ses affaires. Et c'est pour cette raison que, quand vous dites, parce que souvent, quand les gens sortent dans la rue, ils jettent la pierre, on a tendance à penser c'est l'opposition. Non. Pourtant, on a vu dans ce pays. Pourtant, quand on arrête certains d'entre eux, l'opposition dit qu'on arrête ces militants. Attendez. Il y a ce problème-là aussi, docteur. J'ai fait l'opposition dans ce pays dans les années 90. J'ai encadré la manifestation des leaders comme Alpha Condé, qui nous fait honte aujourd'hui, il faut le dire honnêtement, parce que ce n'est pas ce pourquoi on s'est battu. Bien. Là-bas, on a vu un jeune qui est venu. Il y avait trois rubans. Le ruban rouge encadrait là où se trouvaient les leaders. Donc la sécurité était au maximum à ce niveau. C'est là qu'un jeune a été repéré avec un couteau. Les jeunes l'ont arrêté. Je suis arrivé, sa chance a été que je sois arrivé en ce moment-là. J'ai dit aux jeunes qui l'ont arrêté, qui étaient chargés de la sécurité, j'ai dit ne lui faites aucun mal, nous le déposons à la gendarmerie ou à la police. On a dit non mais ils vont le laisser. J'ai dit oui, la Guinée de notre rêve, la Guinée pour laquelle nous sommes en train de se battre, ce n'est pas la Guinée dans laquelle on se rend justice soi-même. Nous avons accompagné ce jeune et pour vérifier qu'effectivement ce qu'il disait c'était vrai, il n'est pas resté plus d'1 heure. Vous comprenez? C'est pour vous dire que quand un gouvernement n'a ni la compétence, ni la probité, ni l'intégrité, il va créer toutes sortes de problèmes pour mettre ça sur le dos de ceux qui sont opposés. Donc des jeunes qui violent l'esprit de la ville morte, par exemple, qui cassent tout, qui caillassent tout, qui bloquent les chemins, ne relèvent pas de vous. Mais vous pensez que c'est l'État qui doit tout faire pour ne pas que... En tout cas, ce n'est pas... D'abord, l'État doit comprendre que le fait d'encadrer une manifestation, c'est un devoir pour l'État. Ça, c'est dans le cas des marches, hein. Je parle là des villes mortes. Non, mais même dans le cas des villes mortes... Parce qu'actuellement, les villes mortes sont plus dangereuses que les journées de marche. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il faut d'abord que l'État sorte de l'esprit qui veut qu'on dise c'est interdit. Bien. Vous comprenez? La loi ne leur donne pas cette carte blanche de dire on interdit, on interdit, on interdit. Voyons un peu quand on dit l'opposition a violé l'interdiction. Le code pénal dit que lorsque vous voulez manifester, vous devez envoyer une lettre d'information que vous signez, vous indiquez votre numéro de téléphone, même votre nationalité. J'ai été signataire de ces lettres à plusieurs reprises. La loi dit que lorsque cette lettre est reçue par l'autorité compétente, qui est le maire, par exemple, le maire a 72 heures pour répondre. Mais voyons un peu ce qu'on fait. En matière de procédure, c'est d'abord la forme avant le fond. L'opposition dépose, n'est-ce pas, une information pour dire qu'on va marcher, par exemple, le lundi prochain. On dépose la lettre aujourd'hui. En principe, le mercredi au plus tard, l'autorité devait répondre pour dire, pour telle raison, on vous suggère de changer soit l'itinéraire ou votre lieu d'arrivée, etc., etc., en le justifiant. Mais on attend le dimanche la veille. Le gouverneur sort pour dire c'est interdit. Mais attends, c'est illégal. Pour que les gens le sachent d'abord. C'est parce qu'on n'a pas une justice dans notre pays. S'il y avait la justice dans notre pays, on serait arrivé. Parce que prenez tous les recours que nous avons faits. Nous sommes le parti qui fait le plus de recours. Nous avons fait le recours pour nos compatriotes, pour nos militants, n'est-ce pas, blessés par des gens qui se promènent et qui ont d'ailleurs dit allez dire à Faya Milimono que Guéasso, ce n'est pas une république kissienne. Ça, c'est la vision du RPG de la Guinée. C'est-à-dire que, né à Gekedou, étant kissien, je ne peux pas avoir de militants à Guéasso, je ne peux pas en avoir à Labé, je ne peux pas en avoir à Cancan. C'est l'esprit, en fait, du RPG. Ils l'ont dit, tout le monde l'a lu.
Aujourd'hui, les plaintes là sont lettres mortes. On sait ce qu'ils ont fait, par exemple à Gekedou, où on sort des élus de la salle, on met les non-élus, après on fait une élection. Nous avons déposé des plaintes. On est encore en train de penser, est-ce qu'il faut prendre le cas? On n'a pas de justice. C'est la conclusion à laquelle il faut arriver. C'est pour cette raison que nous avons dit, il y a des membres du gouvernement qui doivent quitter. Comme qui Sako doit faire un examen de conscience. Il est un avocat qui a défendu des gens dont les droits ont été violés. Aujourd'hui, s'il fait une introspection, c'est-à-dire il analyse la situation qu'il est en train, à laquelle il préside aujourd'hui, il doit rendre démission. Sinon lui, il n'a plus sa raison d'être dans le gouvernement. Je veux parler de Sako. Ne parlons pas de celui qui est arrivé avec la tête blanche, qu'on appelle chose. Je ne sais même pas quelle formation il a. Le ministre de la Sécurité. En Guinée, en fait, on a l'impression que quand quelqu'un se fait l'excès dans le banditisme, qu'il vaut quelque chose. On le prend, on lui confie un département ministériel. Je ne sais pas quelle est la formation que ce monsieur a qui peut lui permettre d'être un ministre, n'est-ce pas, chargé de la sécurité. Ce n'est pas de l'insécurité. Les mots ont un sens. Ce n'est pas ministère de l'insécurité et de la non-protection civile. C'est le ministère de la sécurité et de la protection civile. Donc vous pensez que Ferreira doit démissionner? Il doit partir. Prenez l'autre général qui a été... Aujourd'hui, même les amis de ceux-là qui se sont battus véritablement dans le RPG pour des convictions, pour des valeurs, et qui m'écoutent, ils le savent, on s'est battus ensemble à un moment donné. Même eux, ils savent qu'il y a des gens qui ne méritent pas d'être dans le gouvernement. Comme un Bourema Condé, quand il était sous-préfet à chose, rappelez ça à certains qui étaient en ce moment militants du RPG à Bandankoro, quand il était sous-préfet là-bas. Bien, c'est eux qui sauront vous dicter. Alors en Guinée, le malheur, c'est que ceux qui ont excellé dans le mal, c'est à eux qu'on confie des responsabilités les plus importantes. C'est en cela que nous sommes en train, c'est-à-dire les dirigeants guinéens, on est en train de perdre notre âme. Donc vous pensez qu'ils doivent démissionner. Et en conclusion, malgré tout ce qui s'est passé, ces cas de violence, ces interpellations, l'opposition, est-ce qu'elle va continuer à mettre la pression? Je veux dire, est-ce que vous allez encore marcher cette semaine ou la semaine prochaine? Écoutez, il faut se poser la question. J'aime souvent que l'on fasse comprendre que nous ne sommes pas les seuls sur la planète Terre, les Guinéens. Que ce que nous vivons en Guinée aujourd'hui, que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Vous comprenez? On a vécu sous d'autres yeux l'arbitraire, la violation des droits et libertés. On l'a vécu en Afrique du Sud, par exemple. Au moment d'apartheid, chacun de nous a encore les images dans la tête. Est-ce que les gens, les Mandela, qui a fait 27 ans de prison, qui a choisi plutôt de mourir en prison que de négocier qu'un blanc soit égal à un noir? S'il y a des principes qu'on ne peut pas négocier. Vous comprenez? Ils ont continué ce combat, c'est pourquoi nous avons une république arc-en-ciel dont on peut relativement être fier. Donc quand on est devant l'arbitraire, quand on est devant la confiscation des droits et libertés, lorsqu'on est sorti du cadre constitutionnel, eh bien on ne doit pas croiser les bras. Nous devons nous lever et crier fort pour que cela cesse au lieu d'attendre de lever les mains. Bien. Malheureusement, dans notre pays, on a tribalisé tellement la politique aujourd'hui que même devant les morts, c'est-à-dire on trouve quelqu'un, on tire sur lui. La dernière fois, j'ai entendu les gens dire « Ah non, ce n'est pas une balle qui a traversé le pare-brise de la voiture de ces loups, j'étais à l'intérieur de cette voiture. » En Guinée maintenant, on peut même venir demander le parti auquel le cadavre qui est là, qu'on vient d'assassiner, le parti auquel ce cadavre appartient. Ça veut dire que nous sommes en train de perdre notre âme. Bien. Il faut qu'on se réveille. Donc vous allez continuer. Le plus grand danger dans un pays, ce n'est pas le fait d'avoir un dictateur. Parce que le pouvoir, quand on l'a, on a une tendance naturelle d'en abuser. Bien. Robert Sarra n'avait-il pas dit à Sékou Touré que le pouvoir corrompt? Donc, n'est-ce pas? Que le pouvoir, ça use.
Comprenez? Dictateur, on a connu dans notre pays. Ce qui est mauvais, c'est quand on croise les bras, on pense que celui qui est tué aujourd'hui, c'est pas moi. Et permettez-moi de rappeler ce poème de Niemöller. C'est un pasteur allemand durant la Deuxième Guerre mondiale qui a écrit « Je n'ai rien dit ». C'est le titre de son poème. Je n'ai rien dit quand on est venu chercher les juifs. Comme je n'étais pas juif, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit quand ils sont venus chercher les syndicalistes. Comme je n'étais pas syndicaliste, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit quand ils sont venus chercher les communistes. Comme je ne suis pas communiste, je n'ai rien dit. Un jour, ils sont venus me chercher. Ce jour-là, il n'y avait plus personne pour protester. Si on attend, quand on égorge, n'est-ce pas, comment on appelle ça, votre voisin, vous attendez parce que vous n'êtes pas lui, vous serez le prochain. Bien. C'est pourquoi dans nos langues, on dit que la barbe ne peut pas être en train de brûler et la bouche rit. Donc, ça veut dire que vous allez continuer à mettre la pression. Ça veut dire que vos manifestations vont continuer. Le jour que Alpha Condé va comprendre que nous avons affaire à une république, la République de Guinée, qui a une constitution, qui a prévu qu'il y ait une haute cour de justice qui doit le juger en cas de parjure. Parjure, il en a déjà fait plusieurs fois. Il s'est donné ainsi l'impunité en ne mettant pas en place la haute cour de justice. En donnant l'impunité à ses ministres, ses premiers ministres, etc., etc. Le jour qu'il comprendra que nous sommes dans une république et il commence à respecter la loi sur laquelle il a juré, vous verrez que tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est le souhait de tout le monde. La paix, nous voulons la construire. Mais ce n'est pas la justice qu'elle sera construite. Ce n'est pas par des 20 mots. Alors donc, nous aurons le temps de revenir largement sur l'expérience de Guéasso, de Djekedou et des autres localités où le BL a vécu, si on peut le dire comme ça, l'enfer. Des militants bastonnés, blessés, ainsi de suite, des voies, comme vous l'avez dit, des places dérobées. On va consacrer donc cette partie à cela. En tout cas, merci docteur d'être venu parler de l'actualité brûlante, notamment ces violences les derniers temps dans la capitale. Merci beaucoup. Merci bien. À très bientôt. Et je dis merci à tous les téléspectateurs. Merci. À vous, merci de votre attention. C'était tout pour ce numéro. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.